Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Advocate. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quels sont leurs parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business et des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec maître Marie-Alix Canu-Bernard. Marie-Alix est avocate en droit pénal. Elle vous raconte la globalité de son parcours, les clients qu'elle a pu défendre, sa vision de la profession d'avocat pénaliste, ce qu'elle a dû faire pour en arriver là où elle est aujourd'hui. J'ai passé un moment incroyable avec Marie-Alix. Outre le podcast, les échanges qu'on a pu avoir, ce qu'elle a pu me raconter et la passion qui sommeille en elle et qui vibre au quotidien. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Marie-Alix. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à le diffuser, à le partager. C'est grâce à ça qu'on peut avoir un podcast qui sort encore chaque semaine. Un petit 5 étoiles sur Apple Podcast et n'hésitez pas non plus à aller voir la globalité des contenus que nous avons sur notre site internet www.anomia.fr. Bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour maître Marie-Alix Canu-Bernard, je suis ravi d'enfin vous rencontrer parce que franchement on a discuté il y a longtemps, vous avez un emploi du temps qui est digne non pas d'un ministre mais bien de 2 ministres combinés, donc je suis ravi que vous ayez pu vous déplacer jusqu'à nous. Bonjour maître Marie-Alix Canu-Bernard. Bonjour, merci de me recevoir dans vos somptueux locaux. Alors, c'est beau, du 16e arrondissement, des moulures partout, on en voit partout. Oui, c'est vrai. Non, mais là c'est bien aussi. Voilà, j'ai pas du tout un emploi du temps de 2 ministres réunis, hein, ça se saurait. Mais voilà, après, ça a pas coïncidé. Mais je suis là et je suis ravie d'être là. Eh bien écoutez, avec grand plaisir. Alors ma première question est toujours la même, Marie-Alix. Qui étiez-vous avant de devenir avocate ? Alors, c'est toujours un peu compliqué de se résumer et de parler de soi. En fait, on est tellement habitué à parler des autres que je crois qu'on est très mauvais pour soi-même. Ce d'autant qu'en fait, je suis pas sûre que ça soit extrêmement intéressant. Donc, j'ai été avocate assez tôt. Ce qui fait que qui j'étais pas finie, donc est-ce que j'étais vraiment quelqu'un? C'est déjà un sujet en soi. Parce que j'ai eu la chance de terminer tôt et de partir vivre en Côte d'Ivoire. Jeune mariée, donc j'avais 22 ans, 21 ans, mes études en poche. Et là-bas, j'ai tout de suite travaillé dans un cabinet d'avocats puisque j'avais eu l'entrée à l'examen des avocats. Et en Côte d'Ivoire, il y avait encore le système qui était ancien, à savoir que le CAPA était le seul examen, c'est-à-dire c'était l'examen d'entrée et de sortie. Ce qui fait que j'avais l'examen d'entrée, je n'avais pas fait l'école que j'avais reportée à mon retour en France, qui s'effectuera 3 ans plus tard. Mais en revanche, durant le temps où j'ai été en Afrique, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats. D'ailleurs, c'était le correspondant de Mario Stasi. C'était un confrère incroyable, un vieux de la vieille de là-bas, qui avait monté un très beau cabinet. Il était corse, il avait de la bouteille, il avait de l'éloquence, il avait du bagou. Il était très méchant au cabinet, en tout cas professionnellement. Il était absolument charmant en société et il m'a pris sous son aile, même en dehors du cabinet. Je veux dire par là que c'était quand même une époque. Bon, c'est l'avantage non pas de vieillir mais de prendre de la maturité. À l'époque, il n'y avait pas je préfère ma vieille rombière, mais il n'y avait pas de téléphone portable. Le téléphone fixe pour téléphoner en France coûtait une blinde. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien de tout cela. Donc j'ai été bien contente de trouver
des gens bienveillants qui étaient prêts à nous montrer ce que c'était que la Côte d'Ivoire, à nous expliquer 2-3 choses et à nous inviter de temps en temps à dîner le soir quand vraiment on était perdus parce que on est arrivé dans un pays où on ne connaissait personne. Donc, pour en revenir à sa méchanceté au cabinet, elle était proverbiale, donc je ne trahis rien. Non, j'ai été bien formée. Il faut dire que quand on pleure un jour sur 3, ou qu'on remballe ses pleurs et ses larmes, ça permet de se durcir et de s'endurcir. Et c'était une autre époque, évidemment. Ça a été un apprentissage qui n'était pas facile, mais j'ai beaucoup appris. Je ne sais pas si je l'en remercie ou pas, je n'ai pas encore analysé les choses, il faudrait que je m'allonge pour essayer de prendre le temps de savoir si c'était un plus ou un moins ou un neutre, je ne sais pas. Toujours est-il que voilà, j'ai fait 3 ans en Côte d'Ivoire, donc dans ce cabinet. En même temps, je travaillais, j'étais l'assistante du rédacteur en chef du New York Times pour toute l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud. Donc c'était vraiment intéressant. Et je faisais de l'alphabétisation. Voilà, les journées étaient longues, bien remplies, contrairement à ce qu'on peut imaginer d'une vie en Afrique sous les cocotiers et du genre Out of Africa. C'était pas complètement ça, mais c'était passionnant. Et lorsque je suis rentrée en France, je suis entrée à l'école des avocats à Versailles. Voilà. Donc, tout ceci pour revenir à votre question. Qui j'étais avant de devenir avocat, je me suis jamais interrogée sur moi-même. Avec le divan, je pense qu'à un moment donné, ça va vraiment être utile, effectivement. Voilà, j'étais quand on fait des études jeunes, qu'on les finit jeunes, qu'on pense avoir tout vécu, tout vu, qu'on se marie très jeune. C'est vrai que on a l'impression déjà d'avoir eu une vie. La seule image que j'envisageais professionnellement quand j'ai fait mes études de droit, quand j'ai commencé mes études de droit, pour être très honnête, je savais pas trop ce que je voulais faire, même si j'avais terminé mes études très tôt. Pour autant, j'étais pas brillante, ce qui fait que je n'avais pas j'étais ni bonne en maths, ni bonne en économie, donc ce qui était le plus bateau et ce qui permet d'aller un peu partout, c'était le droit. Sachant qu'en fait, au fond de moi-même, ça je l'ai analysé quand même, je me voyais bien actrice. Bon, ça c'est les rêves de gamine. Avant c'était boulangère, puis j'ai un peu évolué et je me suis dit actrice, ça serait pas mal. Voilà. Et évidemment, mes parents ont hurlé, m'ont dit tu fais tes études d'abord, et j'ai fait mon droit. Et en fait, ça m'a plu assez vite. Ce qui m'a plu, c'est le droit pénal en 2e année avec un professeur qui était Madame Lucas de Lessac, qui était absolument extraordinaire, et c'est la seule fois où j'ai eu des bonnes notes, et ça m'a plu en fait. Voilà, et c'est comme ça que les choses se sont faites, mais je peux pas dire que j'avais une vocation chevillée au corps, en me disant toute petite déjà, j'en rêvais, je me regardais dans la glace, je m'y voyais, non. Non, donc, ça serait mentir. Donc, vous devenez avocate, à 22 ans, vous vous mariez, vous partez en Côte d'Ivoire où vous restez 3 ans, vous apprenez avec un super patron corse en Côte d'Ivoire qui est difficile finalement en interne et adorable en société. Vous revenez en France et là, vous faites votre école d'avocat. Et qu'est-ce que vous faites? Avec qui vous allez bosser? Alors là, je rentre chez Joseph Cohen-Saban, qui a été mon seul et unique patron. C'est lui qui m'a tout appris du métier. Ce d'autant que moi je rentrais de Côte d'Ivoire et j'avais fait le CFPA de Versailles. Donc j'étais pas du tout dans le moule parisien où je ne connaissais strictement personne. Et il m'a fait confiance tout de suite. Il m'a mis dans le grand bain. Bon, on n'avait pas le choix. Il y avait quand même beaucoup d'activités chez Jo. J'étais avec 2 autres collaborateurs, mais moi je me souviens que je sortais de son bureau, il me disait des mots aussi barbares que allez prendre l'ORTC chez le juge machin et le RD, etc. Je ne comprenais même pas, je notais sur un bout de papier en ne montrant pas que je notais, et quand je sortais, j'allais voir les autres collaborateurs, ça veut dire quoi ORTC? Donc j'avais quand même un degré de nullité même en dessous de 0 et strictement aucune connaissance. Mais il m'a envoyé au front tout de suite. Il m'a envoyé en audience
beaucoup en province et beaucoup sur la région parisienne dès ma prestation de serment. Il y avait un gros flux de dossiers et il y avait quand même, ce n'était que du pénal voyou, que du pénal général, avec beaucoup de grand banditisme. On était quand même encore dans la banlieue sud, gang des postiches, on était sur tous ces dossiers-là, avec ce qu'on appelle la grande criminalité, des beaux voyous. Et je pense que... enfin, c'est pas je pense. Moi, je sais que c'était ce qui me plaisait. Je ne savais pas si j'allais réussir à en faire quelque chose et à faire en sorte que j'arrive à plaider. Il s'est avéré que voilà, je me suis rendu compte que j'aimais plaider, que j'aimais l'audience, que j'aimais défendre, que j'aimais les écouter et essayer d'en tirer quelque chose, et que aussi j'aimais bien travailler les dossiers. Ça paraît un peu besogneux, mais chez Jo, il m'en voudra pas s'il m'écoute un jour. On avait un énorme flux de dossiers, c'est-à-dire que parfois c'était 3-4 audiences par jour et on jonglait entre Créteil, Bobigny, Paris, il fallait passer à la tôle, enfin c'était quand même assez soutenu comme rythme. Donc travailler les dossiers, par moments c'était très accessoire. Bon. Moi je me souviens très souvent, en tout cas au départ, qu'il m'envoyait en détention en me disant tu vas voir un tel. Je prenais les permis, je disais oui mais d'accord, mais j'en sais rien, tu te débrouilles. Bon, donc j'arrivais, je peux le dire aujourd'hui, je rentrais au parloir, je savais que je voyais monsieur Duchemol, je ne savais pas pourquoi, je ne savais pas ce qu'il avait fait, je ne savais pas où en était son instruction, si même il y avait une instruction aussi. Il m'envoyait pour essayer de temporiser parce qu'il n'avait pas pu y aller depuis un bout de temps et que le type était très mécontent parce qu'il n'avait pas vu son avocat. Mais je ne savais pas pourquoi j'y allais, je ne savais pas pour quelle raison. C'était terrible. Et en fait, c'est là où j'ai appris à écouter. Parce que, comme je n'avais rien à dire, je les faisais parler pour essayer de comprendre de quoi il s'agissait, pour rebondir. Et puis en fait, assez vite, on se rend compte de l'enjeu, on comprend. J'avais déjà fait un peu d'audience, donc on perçoit, et puis les inquiétudes. Donc voilà, l'écoute, pour répondre à une question que vous ne m'avez pas posée, qu'est-ce qu'il faut pour faire du pénal ? Il faut écouter déjà. Il faut écouter. Là, vous me faites faire l'exercice inverse qui est de parler, mais si on n'écoute pas, on ne peut pas retranscrire, on ne peut pas sentir, on ne peut pas essayer de percevoir, de gratter pour après redonner à l'audience ce que nous voulons faire ressortir de la personne que l'on a vue devant nous. Mais vous parlez de perception, comment vous étiez perçu justement par ces grands bandits, ou en tout cas ces petits voyous, parce que vous n'avez pas eu de banditisme au départ, lorsque vous arrivez, donc 22 ans, vous restez 3 ans en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que vous avez 25 ans en revenant en France quand vous allez bosser avec Jo. À 25 ans, il y a un grand bandit qui voit arriver une avocate de 25 ans, aussi brillante soit-elle et sûre d'elle soit-elle. Est-ce que c'est rassurant ? Comment vous avez fait pour faire sauter ça ? C'est le vrai sujet. Alors il faut que vous sachiez que effectivement j'avais 25 ans quand j'ai commencé chez Jo, mais j'étais mariée, mais j'étais déjà maman d'une petite fille. Ça ne change pas grand-chose, si ce n'est que je pense qu'il y avait une petite maturité, petite, très très petite, parce qu'aujourd'hui j'y suis même pas, donc à l'époque vous imaginez, toute petite maturité, mais qui me donnait, je pense effectivement, cette assurance dont j'ai bénéficié grâce à l'éducation que j'ai reçue, à tout l'amour que j'ai reçu, etc., qui en fait que je dois ça à mes parents qui m'ont grandement facilité la tâche sur ce terrain-là, ce qui fait que lorsque j'arrivais, en tout cas, je faisais illusion. Je dis pas que j'étais complètement rassurée vis-à-vis de moi-même et moi par rapport à moi. Très honnêtement, je pense que j'étais très souvent en pétoche et en me disant mais qu'est-ce que s'ils savaient, qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. Mais je faisais illusion. Je faisais illusion parce que je savais faire et d'ailleurs c'est ce qui a fait dire
plein de gens, je le pense, et encore même aujourd'hui, quand on me connaît pas, on pense que je suis pas forcément très sympa, on pense que je me prends pour ce que je ne suis pas. Je le sais bien, que l'image que je renvoie est pas forcément la plus sympatoche, alors que ce qui est bien, c'est quand je sors d'audience, on me dit mais en fait t'es sympa. Donc, j'adore ça. J'adore parce que oui, en fait ceux qui bossent avec moi savent très bien comment je suis et l'image que je renvoie. Et alors a fortiori à l'époque, mais parce qu'il fallait que je me donne cette assurance, il fallait que je montre que bah non, j'étais pas la petite collaboratrice qui vient faire illusion pendant que son patron voilà, se fait autre chose, et pour essayer de temporiser, pour essayer de faire les yeux doux et faire un grand sourire au type qui est détenu, et pour le faire patienter. Faire l'idiote utile, c'est pas dans ma nature. J'ai trop d'orgueil pour ça. Donc, je le sais, je l'assume, ça fait partie de mes caractéristiques, je suis orgueilleuse, mais ce qui fait que c'est ça qui m'a aidée, déjà. Et deux, j'ai compensé en travaillant, c'est que je me disais, il faut que j'ai un truc à leur dire. Il faut que je leur apporte quelque chose. Donc, je les écoute, mais il faut que j'ai une valeur ajoutée en venant. Donc, à chaque fois, et je l'ai retranscrit dans tout mon exercice d'après et à mes collaborateurs, le parloir, parce que c'est là où j'allais tout le temps, le parloir, il doit être efficace. C'est-à-dire que quand on sort du parloir, il faut que le type que vous êtes allé voir, il se dise, waouh, il soit gonflé à bloc. Et ils se disent, bon, voilà, j'ai un avocat, je sais à quoi il sert, je sais pourquoi je l'ai. Merci, parce qu'ils sont au fond du trou. Si on est là, moi je suis pas assistante sociale, je suis avocat. Donc je suis pas là juste pour leur dire, t'inquiète pas chouchou, ça va bien se passer. C'est pas l'objet. Faut que je sorte de là, moi j'ai ma feuille de route, je me dis, bon, alors maintenant, j'écris au juge. Je lui ai dit que je le faisais, je le fais. J'écris au juge, je fais ceci, je fais une demande d'acte. À l'époque, au tout début, il n'y avait pas de demande d'acte, mais il y avait quand même des choses à faire. Donc je repartais, ma feuille de route, ils savaient ce que j'allais faire. Et j'ai toujours fait ce que je disais que j'allais faire. Voilà, ça c'est aussi créer la confiance. Oui, enfin créer la confiance, mais alors ça c'est travailler en fait, tout simplement. Il n'y a pas de mystère, hein, on n'a rien sans rien. Si on bosse pas, ça marche pas. Donc finalement, votre patron, il vous envoie au feu. Vous allez faire le tour de la région parisienne, ouais. Le tour de toutes les tôles des environs. Et du coup, ça dure combien de temps tout ça? Comment vous évoluez dans ce milieu-là? Alors, ça dure... on fait comme son apprentissage, mais j'ai beaucoup plaidé très vite. Ça dure 2 ans, 3 ans, mais où je prends de la bouteille, je plaide beaucoup. Il m'envoie aux assises tout de suite, sur des sales affaires. Et puis, je suis confrontée, comme vous le disiez tout à l'heure, et en fait, je finis par répondre à la question d'avant. Je vais vous raconter une toute petite anecdote. Avec plaisir. Un jour, il m'envoie à Fontainebleau défendre ce qu'on appelle un beau mec dans notre jargon, donc un vieux voyou, sur une grosse affaire où il était détenu, évidemment. Et à Fontainebleau, les juges c'était à l'instruction. Les juges d'instruction, ils étaient dans la cour, sur le bord les bureaux étaient sur le bord de la cour. Et donc, il y avait une escorte dans la cour, une escorte de gendarmerie. Ils étaient assez nombreux parce que le type était pas rassurant en termes d'évasion possible. Et donc, j'arrive et je ne le connaissais pas. Je l'avais jamais vu. Donc, Jo m'avait envoyé faire une instruction avec un client que je ne connaissais pas. Et donc, j'arrive, je le prends à part, je dis bonjour, je me présente, voilà, je suis là. Et là, il me regarde et il me dit, mais attendez, mais vous ou rien, c'est pareil. Il me dit ça en plus devant les gendarmes. Là, en fait, vous êtes piqué. Soit vous vous mettez à pleurer ou vous partez, vous vous dites, bon, voilà, toi, t'es qu'un sale type, je te parle plus. Soit vous vous dites, attends, tu veux que je te montre? Moi ou rien, c'est pareil? Coco. Attends, je veux te montrer que moi ou rien, c'est pas du tout pareil. Et, mais j'étais mortifiée. Et l'instruction s'est passée. Bon, après, voilà, j'ai pas fait des étincelles, mais j'ai fait le job. Et à la suite de ça, il est sorti de sa belle sortie, hein, je prétends pas du tout y être pour quoi que ce soit. Toujours est-il que lorsqu'il est venu, 1 mois plus tard, il est venu au cabinet.
Et ce qu'il savait, qui m'avait blessé en fait, parce que j'avais dit, écoutez, franchement, c'est extrêmement désagréable. Je vais rester, mais enfin, je pense que je lui avais répondu de façon assez franche et assez directe, parce que c'est aussi ma caractéristique. Je suis quand même assez cash. Et il était venu avec un bouquet de fleurs et une bouteille de champagne. Je me souviendrai toujours parce que Joe m'avait dit, la vache, mais lui, il a fait ça. Non mais c'est improbable. Et après, voilà, en fait, ça tourne assez vite, les réputations tournent assez vite. On se casse la figure très vite, on met du temps à monter, clairement, c'est pas en une affaire qu'on gagne un minimum de crédibilité, mais au bout d'un moment, voilà, ses clients savaient que j'allais travailler le dossier, qu'il serait défendu. Je dis pas que j'allais faire des étincelles, mais au moins, c'était carré. Ils savaient pourquoi ils allaient voir un juge d'instruction, ils savaient ce qu'il y avait dans le dossier, enfin, le b.a.-ba en fait, les trucs normaux. Mais voilà, petit à petit, à force de travailler, de faire les choses comme elles doivent être faites, enfin, tout simplement. Donc j'ai su créer une certaine confiance, un lien de confiance. Je pense que je savais leur parler, les écouter, et puis être assez ferme aussi. J'étais pas là à faire des battements de cils. Voilà, c'était pas du tout mon registre. Et quand Joe m'envoyait en détention au pied levé et que j'étais pas habillée selon les codes, selon moi, de la visite en détention, au bout de 2 fois j'ai compris et j'avais un imperméable, une écharpe et voilà, tout ce qui allait bien au cabinet pour pouvoir m'habiller correctement, pour pas aller... voilà. Et, éviter d'avoir cette image, de renvoyer cette image que je ne voulais absolument pas renvoyer, qui était celle de la gentille et jolie collaboratrice qui vient faire patienter le client, quoi. C'était... Voilà. Très clair. Quand est-ce que vous vous rapprochez j'allais dire un truc qui n'était pas du tout le fond de ma pensée, j'allais dire quand est-ce que vous vous rapprochez du milieu, mais quand est-ce que vous vous dites que finalement le milieu, les gangsters, les braqueurs, etc., c'est quelque chose qui vous plaît et que vous avez envie de les représenter? En fait, tout de suite, puisque c'était la clientèle de Joe. D'accord. Donc j'ai été confrontée à cela, c'est pas un choix de ma part, ça a été sa clientèle. J'ai toujours été très à l'aise. Je pense que c'est le revers de mon éducation chez les sœurs, qui fait vraisemblablement que j'ai voulu couper le cordon avec tout ce côté tradi dans lequel j'ai baigné toute ma jeunesse. C'est pas pour rien que je me suis tirée en Côte d'Ivoire, voilà, tout d'un coup, du jour au lendemain pendant 3 ans, et après que j'ai épousé ce monde du pénal, évidemment. Donc, et je peux vous dire une chose, c'est que ma mère, Madame Mère, lorsqu'elle entendait à la radio, parce que ça arrivait que je donnais un bout d'interview, que je parlais d'un de mes clients, à l'époque ce n'était que des affaires effectivement de braquage, de meurtre, etc. Elle était extrêmement choquée et elle ne disait pas à ses amis ce que je faisais. Elle est avocate, mais surtout elle n'en disait pas plus, elle avait honte. Elle avait honte des gens que je défendais. Donc oui, on part de loin quand même. Ça a été un peu compliqué. Quand est-ce que vous décidez de vous séparer de votre patron et de vous dire que c'est vous le patron? Alors, je dois dire qu'assez rapidement, enfin j'ai toujours voulu être libérale. Si j'ai voulu être avocat, c'est aussi par goût de la profession libérale. J'avais un père médecin, profession libérale. J'ai un frère aîné, avocat, qui fait pas du tout ça, mais profession libérale aussi. Donc, je me voyais pas être dépendante d'un patron, qu'un jour on puisse me virer, un jour on puisse m'embaucher. C'est pas mon ADN. Donc déjà, je voulais être maître chez moi parce que c'est comme ça que je fonctionne. Ça, c'est la première chose. Donc j'avais ça en fond de cerveau, si je puis dire. En revanche, je me serais bien vue associée avec Joe, lui aussi, mais il avait déjà 2 autres associés. Donc à un moment donné, on s'est rendu compte tous les deux que c'était compliqué, que ça ne marcherait pas. Vous faisiez du pénal aussi? Joe Cohen-Saban? Ah, les autres, non. Non. Et en fait, c'est le plus grand service qu'il ait pu me rendre. Sinon, j'aurais été l'associé de Joe. Bon, ça aurait été pareil. Mais là, j'ai dû me battre, en fait, parce que j'ai monté ma boutique
J'ai posé ma plaque. J'étais pas prédestinée à ça. J'avais pas de copains qui étaient du monde des voyous, donc j'avais pas de copains à défendre. C'était pas du tout mon milieu, donc j'ai dû batailler toute seule, quoi. Je me suis installée avec 3 clients et le bouche à oreille. Alors comment j'ai fait? Bah écoutez, alors franchement avec le recul, je me demande aussi, en fait, faut être culotté, ça c'est quand même, faut être culotté, faut être passionné. Vous savez, j'y pensais là en venant, je me disais, mais en fait, si on n'est pas passionné par le pénal, faut pas y aller. Hein. Ça c'est quand même le maître mot. Donc si on est passionné, qu'on a de l'énergie et qu'on est pugnace et qu'on est au pied du mur, qu'est-ce qui se passe? On le monte, on grimpe le mur. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Moi, je voulais que mon cabinet marche, mais très franchement, quand je me suis installée, quand j'ai posé ma plaque, j'avais très peu de clients. Et puis au pénal, normalement, c'est une fois, hein, parce que on a les clients récurrents, bien sûr, il y en a, mais bon, on n'est jamais sûr qu'ils vont recommencer. Donc, par conséquent, on peut pas non plus compter dessus. Ce sont des institutionnels, mais un peu divergents. Ce qui fait que, je savais pas, c'était un vrai pari. Et c'est vrai que c'est à force d'avoir roulé ma bosse dans des audiences où quand vous sortez, il y a des gens qui viennent vous dire, surtout à Bobigny, à Créteil, enfin non, même à Paris, maître, on vous a entendu, est-ce qu'on peut avoir votre carte? Nous, on passe dans un mois où on a un copain qui passe plus tard, on peut. Et c'est ça le bouche à oreille. Il y a des vieux clients de Jo qui sont venus me revoir avec l'aval de Jo, qui voulaient que je continue à les suivre. Donc ça s'est fait petit à petit et je crois que dans la vie, il y a des chances qu'il faut arriver à saisir. Il y en a qui n'ont pas forcément ces chances qui passent. Moi, je les ai eues. Je dois dire merci, franchement. J'ai eu ces chances, j'ai su les saisir et au moment où je m'installe, j'ai l'affaire Selmouni qui explose. C'est-à-dire que je la traitais depuis déjà 2 ans. L'affaire Selmouni, c'est cette histoire de torture en garde à vue par des policiers du SDPJ 93. Et il y avait une plainte qui traînait à Bobigny qui n'était pas sortie contre les policiers et il m'avait demandé de saisir la CEDH. Et donc j'ai mené les 2 actions en parallèle, saisi une CEDH pour torture, ce qui était une première, parce qu'il n'était jamais arrivé contre la France, et parallèlement contre les policiers qui avaient occasionné un certain nombre de sévices que moi j'ai qualifié de torture sur mon client. Et à ce moment-là, au moment où je m'installe, mais à 1 semaine près, la CEDH, à l'époque c'était la commission, rend son avis unanime en renvoyant cette affaire en grande chambre et en disant qu'ils vont fixer l'audience et qu'ils vont me faire plaider. Alors c'est un grand moment de solitude parce que d'abord, non mais il faut que vous sachiez, je ne savais pas lire un arrêt de la commission de la CEDH. Il y avait les avis divergents, les avis dissidents, les avis unanimes. Je me disais, mais est-ce que je lis bien? Est-ce que je comprends? Est-ce que je comprends ce que je lis? Puis ce sont des termes très particuliers. Aujourd'hui, on est beaucoup plus habitués. Mais enfin, à l'époque, c'était, j'avais 7 ans de barre, donc c'était il y a 23 ans. Vous imaginez bien que on n'était pas habitué à traiter avec la CEDH. Viser l'article 6 et l'article 10, ça n'intéressait personne. Et tout le monde se marrait. Tout le monde se marrait. Donc, voilà. Et donc, ça a été un coup de tonnerre parce que médiatiquement, ça a eu beaucoup de retentissement. Et ça a duré pendant 1 an, parce qu'après, je suis allée le plaider à la CEDH. J'ai gagné, j'ai fait condamner la France pour torture. Et parallèlement, les policiers ont été condamnés, il y a eu un mandat de dépôt à l'audience, il y a eu des manifestations dans toute la France, c'était Chevènement qui était ministre de l'Intérieur, moi j'ai été menacée, ça a été assez chaud. Mais donc, menacée par les flics? Menacée par qui? Honneur de la police, toutes ces associations bien pensantes qui sont très particulières et qui comprenaient pas qu'on puisse faire primer la parole d'un trafiquant de stupéfiants, parce que lui, mon client, il avait pris 15 ans pour trafic de stupéfiants. Donc comment peut-on donner plus de crédit à la parole d'un trafiquant de stupéfiants que à des policiers?
Bon, si ce n'est que quand on sort de garde à vue avec un certificat médical de 3 pages alors qu'on y est rentré en bon état, il y a juste un problème, quoi. Donc c'est assez mathématique. J'ai pas fait des prouesses non plus. Bon, toujours est-il que cette affaire-là m'a donné un certain crédit, tant... je dirais auprès de certains de mes confrères, auprès de détenus longue peine. C'est comme ça que Abdelhamid Dakar est venu me voir, qui lui était en prison depuis 25 ans. Enfin voilà, tout. Donc c'est comme ça que on commence à se faire une petite pelote de crédibilité, de réputation, en disant voilà, elle y va, elle a pas peur. Alors si, j'ai eu la trouille de ma vie. Hein. Mais en tout cas, l'image qui est envoyée, c'est pas celle-là. Vous n'avez pas peur par rapport à ça? Non, j'ai eu peur parce que c'est difficile de plaider devant la CEDH. C'est des juridictions qu'on ne connaît pas. Donc l'inconnu est toujours un peu stressant et compliqué. Plaider devant 25 juges seul, c'est quand même très compliqué. Vous savez que vous avez 30 minutes, sinon on vous coupe. Vous n'avez pas 32, hein, c'est 30. Puis après, des réponses. On a le gouvernement en face, on a l'État français. Enfin, ce sont des moments où on se dit, est-ce que j'ai eu bien raison? Pareil, plaider contre les services de police qui remplissent la salle, qui manifestent devant le palais, qui crient à mort et qui divers noms d'oiseaux, on les retrouve sur les vidéos. Il y a des moments où je me suis dit, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige ça? Je suis folle, quoi. Je ferais mieux d'aller bosser étant cadre à la Poste. Vous êtes toute seule à l'époque, c'est-à-dire que vous n'avez pas 10 collaborateurs pour vous soutenir, vous n'avez pas d'associés, vous avez éventuellement Jo qui est votre ancien patron avec qui vous pouvez discuter, mais sinon vous êtes seule face à ça. Je suis seule et j'ai même pas de secrétaire, évidemment. Je fais de la dictée vocale, hein, c'est vous dire. Voilà. Est-ce que cette affaire-là, elle a changé votre carrière? Oui. En tout cas, est-ce qu'elle a été un déclencheur de votre carrière? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, parce que d'une part, dans ma façon de travailler, parce que j'ai découvert ce magnifique outil qui était la Convention européenne de sauvegarde. Ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'incroyable. Que à la suite de cela, ça a modifié quand même l'état d'esprit de certains magistrats qui l'ont inclus. Donc, on se dit, waouh, j'ai quand même servi à quelque chose. Alors, l'affaire est bien tombée, je pense que la CEDH je l'ai bien amené, j'avais fait des mémoires, j'avais travaillé énormément, hein, mais énormément, vraiment. Parce que j'avais fait des mémoires avant pour essayer d'expliquer que c'était pas des traitements inhumains, mais c'était vraiment de la torture. Tout le monde me disait, mais attends, c'est pas de la torture, ça va, on est en France. Oui, mais justement, par rapport à nos normes françaises, si, c'est de la torture. C'était ça mon axe. Mais donc j'ai appris à travailler autrement, à avoir une autre vision en droit, c'est-à-dire que en fait, le pénal tel qu'on l'exerçait il y a 30 ans, l'époque où j'ai commencé, c'était quand même le verbe. C'est-à-dire, on va à l'audience, on plaide. Bon. Mais on n'avait pas beaucoup d'autres latitudes, c'est-à-dire que les nullités, c'était à peine, c'était Metzner qui commençait à les développer, mais c'était le début, ça se faisait pas. Donc les nullités, QPC, ça n'existait pas. On faisait éventuellement un peu de jurisprudence, des conclusions à l'audience, mais jamais, très peu. Donc on venait à l'audience, on plaidait, on connaissait le dossier ou pas, mais voilà, si on avait du talent, c'était ça quand même au départ, le pénal d'antan, si je puis dire. En travaillant le dossier, bien sûr, mais il n'y avait pas toutes ces finesses procédurales, arguties, comment faire un dossier dans le dossier, ce que certains font très bien. Ça dépend. Si, il y avait des dossiers à l'instruction, puis en plus on se fichait complètement des délais, hein. Les types étaient en détention pendant 6 ans, ça émouvait personne. Détention provisoire, hein. Ça émouvait personne. Les arrêts qui ont fait changer les choses par rapport à ça, Oh, il y en a eu un certain nombre, mais c'est grâce à la CEDH qui à un moment donné a dit voilà, il y a des délais, après ça infuse au niveau de la chambre criminelle et ça infuse au niveau des juridictions qui disent vous nous emmerdez avec votre CEDH, mais bon, on va finir par l'appliquer parce que sinon après là-haut ils vont nous casser. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire qu'au départ effectivement on va plaider, puis petit à petit on se rend compte que si on utilise le droit, eh ben on arrive peut-être à des résultats fabuleux. Et moi ce qui peut-être fait un peu la particularité de mon cabinet, enfin de notre cabinet, parce que je suis maintenant associée avec ma chère Agnès Lovenstein, qui est mon ancienne collaboratrice et qui a eu la gentillesse de bien vouloir s'associer avec moi. Et en fait, on se rend compte que on peut tout inventer.
C'est-à-dire que il y a de la jurisprudence. Moi, quand on me dit, bah oui, mais la jurisprudence, elle est dans le sens contraire. Je dis, bah ouais, et alors ? Et alors ? La jurisprudence, elle est bien là pour changer. Donc, trouvez-moi les arguments pour que ça change. Il y a forcément quelque chose, il y a forcément des leviers. Alors, il ne s'agit pas d'être ridicule et de soulever n'importe quoi, mais je pense qu'on peut être très innovant. Et en fait, on peut s'amuser beaucoup en faisant du droit. Et même du droit pénal. Et moi, j'ai jamais été une grande bosseuse. Enfin, en tout cas, dans les livres, je vous dis, j'ai jamais fait, j'ai pas fait des grandes études. J'ai fait, voilà, des études classiques. J'ai toujours été moyenne, j'ai toujours passé juste. Mais en fait, et c'est là où, quand je vous disais, si on n'est pas passionné, ça sert à rien, faut pas y aller. Parce que quand on a un dossier et qu'on se dit, non, mais là, je sens un truc quand même qui est pas normal. Mais je vois pas comment le soulever. Je vois pas comment je peux arriver à trouver la faille. Mais en fait, il y a toujours une solution. Et avec le droit pénal, alors peut-être avec les autres droits aussi, mais je vais parler que de celui que je connais. En fait, on peut innover tout le temps et toujours. Il y a les outils. Il y a les outils avec la Convention, avec la Constitution, avec même la Charte de l'ONU. L'autre jour, j'ai trouvé du truc improbable. Et en fait, on peut innover. Et quand on innove, eh ben, ça marche pas à tous les coups. L'autre jour, j'ai une QPC, je suis fini par aller la plaider au Conseil constitutionnel. Ils m'ont dit non. Bon, mais en attendant, le sujet était intéressant et tout le monde m'a dit ah bah ouais, c'est pas con ce que tu soulèves. Donc, et ça c'est passionnant parce que on peut faire du droit, on peut faire changer les choses et de ce fait, on peut arriver à modifier le cours d'une procédure, le sort de quelqu'un qui au départ était bien mal parti. Et alors je dis pas que par des arguties procédurales, c'est pas ce que j'explique. Ce que je veux dire, c'est que il y a l'audience, il y a la plaidoirie. Et il y a le droit aussi. Et puis il y a un dossier. Et dans ce dossier, on peut trouver plein de choses extraordinaires. Mais si on ne travaille pas, si on ne se plonge pas dans le dossier en essayant d'avoir un œil très très ouvert et d'avoir une imagination un peu débordant, voilà, ça ne fonctionnera pas. Mais je pense que si on réunit tous ces éléments, c'est-à-dire l'écoute, le travail, l'imagination et le bon sens. Et le bon sens, qu'il ne faut pas non plus partir dans des gros délires. Je pense qu'il faut rester quand même avec quelque chose de concret. On peut faire un travail de dingue dans un dossier, notamment dans un dossier pénal. C'est quoi un des souvenirs qui vous a le plus marqué de façon positive d'un dossier que vous avez traité, d'un client particulier, d'une cliente particulière, d'une relation avec un confrère que vous avez noué par rapport à un dossier, ce que vous voulez, quelque chose vraiment d'un souvenir très positif. C'est pour ça que je pose ma question pendant longtemps pour laisser réfléchir. Mais, ouais, c'est compliqué de vous répondre parce qu'en fait j'en ai plein. Ouais. Il n'y en a pas un qui vous a particulièrement marqué J'en ai plein et j'en ai plein qui n'étaient pas forcément des positifs au moment où ils sont survenus et qui, à l'aune de ce qui m'est arrivé ultérieurement ou d'un changement dans le dossier ou que sais-je, qui se sont transformés en événements positifs. Alors, moi, je suis quelqu'un qui résolument va voir le verre à moitié plein. Donc, c'est sans doute plus facile et je tire toujours un élément positif de mes échecs. Parce qu'on en a, hein. Dieu sait qu'on en a. On en a même une palanquée. Et en fait, mais heureusement, c'est ça qui nous évite de nous sentir les rois du pétrole, quoi. Parce que c'est facile, d'avoir les chevilles qui enflent en se disant, oh la vache, mais qu'est-ce que j'ai bien plaidé, je suis trop forte. En plus, ouais, je suis balèze, j'ai bien plaidé, tout le monde m'a écouté, tout le monde m'a dit que j'avais bien plaidé. Et puis j'ai eu un super résultat. Bon voilà, on a ça une fois, deux fois, ça marche bien, on est content, on a une super semaine. Et puis la semaine d'après, vous prenez la grosse veste, alors qu'en plus, vous n'avez pas forcément démérité, que le dossier méritait, que ça se passe vraiment bien, etc. Donc bon, on a sans arrêt de quoi retomber. Et de quoi se dire, franchement, à quoi je sers, mais on rebondit tout le temps. Donc en fait, les souvenirs, c'est pas forcément les souvenirs incroyables. Je vous parlais tout à l'heure de la CEDH. Oui, en fait, vous voyez, je réfléchis à la question que vous venez de me poser et je réalise que ce qui me vient en flash immédiatement,
ce sont les plaidoiries exceptionnelles. Pas forcément avec des enjeux en termes de détention. Moi, j'ai pas connu la peine de mort, sauf une fois au Liban, mais sinon, en France, j'ai jamais plaidé avec des enjeux de peine de mort, parce qu'elle est évidemment, par définition, elle était déjà abolie. Donc, c'est pas en termes d'enjeux de prison, et même pas sur des perpètes, etc. Non, c'est des audiences exceptionnelles. Donc, CEDH, oui, ça a été un moment dingue, mais dingue. Et puis de gagner, d'annoncer à mon client que on avait gagné, que la France avait été condamnée pour torture. Enfin, c'est des moments qui sont complètement hors normes. Plaidoirie aussi devant le CSM. C'était à l'époque, c'était pour Marie-Paul Moracchini, qui est une grande magistrate, Conseil supérieur de la magistrature, dans l'affaire de la scientologie et toutes ces affaires. Enfin, elle avait été poursuivie par le garde des Sceaux à l'époque, c'était Madame Guigou, et ça avait beaucoup ému tout l'ensemble des magistrats, etc. Et quand vous allez plaider devant le premier président de la Cour de cassation et tous ses pairs, et que vous êtes une jeune avocate qui a 8 ans de bar, là aussi vous vous dites, mais pourquoi j'ai accepté? Je suis trop fière qu'elle m'ait confié sa défense, mais pourquoi j'ai fait ça, quoi? Pourquoi elle m'a confié sa défense? Voilà, et donc ça, ce sont des juridictions hors normes. Alors elle risquait pas. Finalement, il se trouve qu'en plus, il n'y a pas eu de poursuite, donc on a gagné, mais c'est des circonstances tout à fait hors champ. Alors pourquoi c'est ça qui me vient à l'esprit immédiatement? Je sais pas. Sans doute parce que peut-être le lieu, la théâtralité incroyable de l'espace. C'est là qu'une salle d'audience, c'est quand même un théâtre incroyable, hein, avec chacun son costume. Il y a une théâtralité qui est certaine dans une salle d'audience. Chacun a sa place, il y a des codes, chacun prend la parole à son tour, dans un ordre bien déterminé. On a des costumes. Bon, donc quand vous avez en plus des salles d'audience que vous ne connaissez pas, qui sont tout à fait exceptionnelles, que ce soit celle de la CEDH avec la moquette bleue et les étoiles, enfin tout ce qui représente l'Europe, donc c'est quand même magique. On se dit, mais je suis là, mais qui je suis pour être là? Qui j'ose, de quelle façon je peux me permettre de dire ça alors que j'ai les représentants de l'État français en face? Au CSM, c'est pareil. Sur des grosses cours d'assises où il y a eu des incidents, en fait, c'est plus des moments durs, d'enjeux, des moments forts où j'ai eu vraiment peur, où je l'ai pas montré, mais je me suis où j'ai pas bouffé 3 jours avant, je le dis, où j'ai pas dormi, où évidemment on peut pas rester complètement neutre face à des enjeux qui sont des enjeux pour soi, hein, même c'est moi par rapport à moi, mais puis parfois on se met des pressions aussi pour des dossiers, vous savez pas pourquoi. Parfois si il y a un dossier qui m'a énormément marqué, qui a été, je crois, la première grosse affaire correctionnelle que j'ai plaidée pour Jo, qui était pour deux frères qui étaient sur un trafic de stupéfiants. Il y en avait un qui était consommateur, très gros consommateur, et qui était gros vendeur, et l'autre qui, pour l'aider à se sortir du truc alors qu'il était architecte, était rentré dans le trafic pour être sûr que son frère parte pas dans une autre sphère et parte pas avec des gros voyous à faire les plus grosses conneries. Donc il l'avait aidé et ils s'étaient lancés tous les deux dans le trafic. Et j'avais plaidé ça, j'étais enceinte de mon 2e enfant. Et ils étaient en détention tous les deux à Bois d'Arcy, et j'avais vraiment pris très à cœur. Alors, est-ce que le fait d'être enceinte, est-ce que le taux hormonal singulier fait que on a sans doute un affect différent, une empathie différente, etc. Et puis, je pense que ces 2 garçons, ça aurait pu être des gens que j'aurais pu rencontrer dans un dîner. Enfin, ils étaient pas des voyous. Il y avait pas cette distanciation que l'on peut avoir quand on est avocat, puisque ça aurait pu être des gens que je rencontre, ça aurait pu être vous, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être mon frère. Donc je pense qu'il y avait cela, et je me souviendrai toujours, en fait, ce qui m'a marqué, c'est pas dans le dossier, c'est le délibéré,
où, comme ils étaient sortis, j'avais réussi à les sortir en fin d'instruction, et le délibéré, ils y sont retournés. Donc, inutile de me dire que c'était pas un très bon résultat que j'ai pris, enfin, qu'ils ont pris, plutôt, mais ça, c'est notre travers de fonctionnement de dire cela. Mais ils ont pris un mandat de dépôt à l'audience, et j'ai très très mal vécu ce mandat de dépôt. Je pense que j'étais enceinte de 8 mois et demi, j'étais au bord, et donc j'avais une sensibilité à fleur de peau, et c'était horrible parce que eux sont restés d'une dignité exemplaire, et moi j'avais la larme, enfin je sais que j'ai quasiment pleuré, quoi. Et c'était horrible parce qu'en plus après il y avait dans cette audience il y avait moi j'avais mon délibéré 13h30, et après il y avait une grosse affaire de stup, c'était à Nanterre, et il y avait tous les grands qui plaidaient derrière. Tous mes confrères qui aujourd'hui sont devenus des amis, mais qui à l'époque je les regardais en me disant, et moi j'étais là en train de pleurer à moitié devant, avec mes clients qui eux étaient d'une dignité exemplaire, et ça a été un moment qui m'a beaucoup marqué, parce que je me suis dit, bon bah là il faut que je me durcisse, c'est pas possible, je peux pas pleurer parce que j'ai un mandat de dépôt, enfin c'est juste grotesque, et puis si moi je les remonte pas, si c'est eux qui me remontent, ça va pas. C'est pas possible, il faut... C'est eux qui partent mieux, c'est pas vous. Bah oui. Donc, qu'est-ce que c'est que cet avocat qui... Enfin, c'était grotesque. J'ai conscience, hein. Bon. Mais j'ai souvenir... Mais je devais avoir 4-5 mois de barre. Mais j'ai vraiment un souvenir de ces frères. Je me souviens même très bien des noms, je me souviens de tout. Voilà, ce serait bien qu'ils écoutent ce blog-là. Je vais peut-être essayer de les trouver. Parce qu'ils peuvent pas imaginer que je pense encore à eux. Voilà, donc il y en a plein des belles histoires. J'ai pas pris le temps de réfléchir parce que vous me posez cette question à brûle-pourpoint, donc vous me prenez un peu de cours. Comme toutes vos questions posées, oui, sachez-le, messieurs, mesdames. Ça n'est pas préparé. Dernière question, maître. Vous parlez des grands qui passaient derrière vous durant cette audience. C'est qui les adversaires les plus coriaces que vous avez eu face à vous? C'est qui les avocats que vous avez le plus admirés dans votre domaine? Et c'est qui les avocats aujourd'hui dans votre domaine que vous admirez encore? Et on finira là-dessus. Alors... c'est compliqué parce que il y a ceux auxquels je pense naturellement. Il y a Jo, évidemment, il y a Jo Cohen-Saban, il y a Pierre Haïk, il y a Philippe Lemaire, il y a Jean-René Fartois. Vous voyez, c'est un peu pêle-mêle parce qu'il y a du mélange. Il y a Jean-Louis Pelletier, bien sûr, il y a Michel Konitz. Enfin, il y en a. Je vais m'en vouloir dans 5 minutes parce que évidemment, il y a Thierry Herzog. Voilà, l'autre jour, on plaidait ensemble. Il a fait une plaidoirie admirable. Alors, ça dépend des jours aussi. Hein, ça dépend des dossiers, ça dépend de plein de choses, mais que j'admirais. Alors, bien sûr, Robert Badinter. Et puis comme j'ai la chance de pouvoir converser avec lui très régulièrement, je l'entends encore plaider tout le temps. Voilà, donc je suis très très admirative de l'intellect, de la mécanique intellectuelle, en plus du verbe. Parce que le verbe est formidable, avec le choix des mots, la précision de la pensée, mais de façon plus globale, la mécanique intellectuelle en elle-même qui est formidable et incroyable. Voilà, il y en a plein. Alors après, il y a les anciens, il y a Moreau Jafferi. Enfin, là, vous me prenez de court, je vous en veux terriblement. Alors je remplace la question. Dans quelle affaire vous n'avez pas été et vous auriez adoré être? Vous en avez le droit qu'à 3. Alors, je vais peut-être vous surprendre. Je pense, et j'espère que je vais certainement étonner, mais j'aurais aimé défendre Maurice Papon. Okay. Parce que c'est l'indéfendable. Et que c'est terrible d'avoir tout le monde contre soi, mais d'un autre côté, c'est tellement galvanisant. Quand on a tout le monde contre soi, quand voilà, défendre l'indéfendable. J'ai plusieurs fois pensé, je me suis dit, bah si, voilà. J'aurais... Alors ça peut choquer, mais je vais expliquer pourquoi. J'aurais aimé plaider, je dis pas forcément défendre, attention, mais je dis plaider pour Amédi Coulibaly dans l'affaire de l'hypercachère,
Pourquoi ? Parce que je le défendais depuis 12 ans, 13 ans, et que je connaissais les raisons d'une certaine évolution, certainement pas toutes, mais j'avais des choses à dire qui auraient pu être intéressantes pour les victimes et qui auraient pu être intéressantes pour l'audience. J'avais le suivi, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'étais là, à l'Hypercacher. J'étais présente et j'étais aux côtés du RAID pour essayer de faire en sorte de lui faire entendre raison. Malheureusement, je suis arrivée, il y avait déjà eu les tirs. Donc voilà, sujet clos, mais et il était venu me voir peu de temps avant. Donc je regrette de ne pas avoir pu... les choses étant ce qu'elles sont, je ne porte aucun, pas jugement, le constat est celui-là, mais je pense que j'aurais pu apporter quelque chose dans la parole et dans une audience. Vous m'en avez donné 3. Il vous reste une cartouche. Bon, Et aucun mauvais jeu de mots. Le procès de Jésus. Le procès de Jésus, ok, ça me va. Marie-Alexis Canu-Bernard, j'aurais aimé vous garder 3 heures, mais je sais que vous avez une audience, enfin plutôt un rendez-vous important dans 30 minutes. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. C'est moi qui vous remercie. On adore parler, c'est terrible. J'aurais pu rester beaucoup plus longtemps. J'adore l'exercice. Je pourrais pas revenir. On se revoit quand vous voulez. On se fait un truc d'une journée, Marie-Alexis Canu-Bernard. Et on peut inverser les rôles aussi. Non, il y a rien à Moi j'aime bien, je vous ferais bien parler. Merci maître, belle journée. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.